Merci de rester sur OM5 TV, vous avez bien raison de nous regarder tous les jours, de nouveaux portraits. Aujourd'hui, Daniel Apocal qui est spécialiste outre-mer. Alors je lisais un article qui titrait ceci: une Martiniquaise chargée des ultramarins à la ville de Paris. En fait, elle travaillait il y a peu de temps encore à la DGOM, donc je reçois tout de suite Daniel Apocal. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel, spécialiste outre-mer, c'est un titre qui vous va bien ? Spécialiste, non, je trouve que c'est un peu excessif. En tout cas, voilà, je l'étais de fait, puisque du fait de ma fonction, cela sous-entend en effet que j'ai une bonne connaissance des Outre-mer, mais je ne sais pas si le mot de spécialiste n'est pas un peu, alors, comme je le disais, excessif. Oui. Il faut parler quand même de votre parcours. Vous commencez les études, vous faites quoi comme études ? Des études d'histoire. À l'université Paris 1. Et puis... C'était pour devenir prof d'histoire ? Oui, c'était pour enseigner. Parce que à l'époque, cela semblait être le métier qui permettait d'assurer l'éducation de ses enfants, de gagner convenablement sa vie, d'être dans un engagement citoyen et de conserver cette capacité d'accompagner le changement du monde. Et puis alors finalement, est-ce qu'on devient prof ou pas après les études ? Alors, je le suis devenu quelque temps et je me suis aperçu que ce n'était pas le lieu, d'ailleurs le principal du collège où j'enseignais me l'a rappelé, ce n'était pas le lieu où je pouvais exercer de la façon la plus large possible ce que j'entendais par changer le monde. Ah. Donc vous avez bifurqué, vous êtes rentré dans la politique tout de suite ou... Non, pas du tout, pas du tout. Non, je suis allée à l'école de service social, à l'école internationale de service social et je suis devenue assistante sociale. Et je suis partie en Afrique. Je dis toujours que je suis devenue assistante sociale par amour autant que par engagement politique, puisqu'il se trouve que voilà, l'Afrique faisait partie faisait aussi partie de ma vie familiale. J'ai construit ma vie familiale dans ce sens. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études à l'école internationale de Montrouge, à la section internationale, avec Madame Misquet. Et cette femme, vraiment, j'y ai fait de très, très belles rencontres. Je m'y suis forgé un véritable engagement. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler en Afrique, d'y vivre, au Cameroun en particulier. Et c'est une expérience qui a duré combien de temps, alors, l'Afrique ? Eh bien, par intermittence, elle a duré plusieurs années, oui. Et le retour en métropole se fait à quel moment ? Alors, il se fait aux alentours des années, vraiment définitivement, 80, 79-80. Et sans difficulté d'ailleurs, parce que voilà, je n'étais pas devenue une expatriée. Je vivais en Afrique comme une citoyenne de africaine, ce pays, oui. voilà, et j'y travaillais en toute liberté, et donc je suis revenue ici tout aussi facilement que j'en étais partie, et j'ai continué mon action d'assistante sociale. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs lieux, plusieurs administrations. Et alors cette politique, elle arrive à quelle Mais je ne fais pas de période ? politique. Je ne suis pas je ne suis pas si, élue. un petit peu quand même. Bon, en 2002, vous êtes chef de projet politique. Politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique publique. Donc c'est une fonction dans l'administration, et à cette époque, donc je travaillais à la ville de Paris. Déjà, je suis entrée à la ville de Paris comme chef de projet politique de la ville, mais c'est pour mener la politique municipale et étatique au bénéfice des territoires reconnus comme ayant besoin d'un rattrapage économique, social, citoyen par rapport aux autres territoires d'un pays. C'est politique en tant que citoyenne, en fait. Et puis, vous aidez aussi les autres citoyens. C'est politique en tant qu'action publique. C'est une action publique. Donc, c'est une action politique. Mais ce n'est pas moi qui la mène, je l'exécute.
Oui. Je l'exécute. Pour revenir aujourd'hui à la fonction de délégué, j'exécutais la politique municipale en direction des Outre-mer, la politique municipale parisienne en direction des Outre-mer à Paris. Et votre envie de changer le monde du début, est-ce qu'elle servait aussi Oui, toujours, mais elle a été ma colonne vertébrale. C'est-à-dire, changer durablement le monde, c'est tous les jours, par des petites ou des grandes actions, en fonction des opportunités, apporter aux plus simples, aux plus humbles, comme aux autres d'ailleurs, apporter à chacun de ceux avec lesquels on chemine, partager avec eux un enthousiasme, une résolution à travailler sur soi et sur les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Pour moi, changer le monde, alors c'est évidemment que les politiciens ont en charge d'accompagner ce changement du monde par les lois qu'ils peuvent voter. Mais nous, les citoyens, chaque jour, partout où nous sommes, même dans l'éducation de nos enfants, nous œuvrons à changer le monde. Et ce changement du monde, moi, il me convient bien dans ce cheminement avec ceux qui sont au plus près du quotidien, c'est-à-dire les citoyens. Et alors, avant d'être délégué général, parce que vous en parliez à l'instant, avant d'être délégué général à l'Outre-mer, vous étiez directrice de la maison des associations dans le 11e. Oui, j'ai été directrice de la maison des associations. Alors, vous savez que les maisons des associations, c'est un dispositif qui a été mis en place par M. Bertrand Delanoë, qui a souhaité, lors de sa première mandature, qu'il y ait dans chaque arrondissement parisien une maison des associations. Encore une fois, qu'est-ce qu'une maison des associations ? C'est un dispositif de proximité, un lieu de proximité au plus près de l'action citoyenne pour accompagner les évolutions, les envies, les décisions des citoyens par le biais des associations. Les associations étant ce qu'on appelle le tiers secteur. C'est-à-dire dans ce concept de la vie associative, vous avez là une part de la société qui s'engage bénévolement sur la transformation justement des conditions. Quels que soient les domaines d'ailleurs. Quels que soient les domaines. Un domaine de santé, un domaine artistique, absolument, etc. Les associations culturelles sont même les plus importantes. Et là, vos origines martiniquaises vous rattrapent un petit peu dans cette maison des associations. Est-ce que, en tant qu'ultramarine, vous avez envie aussi de porter les associations des Outre-mer ? Comment ça se passe Vous savez, moi, mes origines, elles me portent depuis mon enfance. Je suis martiniquaise, je suis des Outre-mer, je suis surtout une négresse. Bien avant que cela devienne si facile, parce que la connaissance d'Aimé Césaire a permis que l'on comprenne que l'expression « nègre je suis, nègre je resterai » n'était pas une question seulement de couleur, même s'il est important de porter cette couleur. Mais moi, j'ai toujours eu conscience que j'étais une négresse. Mais alors, négresse, dans quel sens ? Parce que pour certains, négresse, c'est un gros mot. Oui, mais justement, oui. Dans ce sens-là aussi, oui. J'ai renversé cette injure. Oui, moi, enfant, on m'a traité de négresse à plateau. Et oui, j'ai dû me demander ce que ça voulait dire. Oui. J'ai dû interpeller mes parents sur ce sens-là. Et est-ce qu'ils ont su vous expliquer ? Ils ne m'ont pas forcément expliqué, ils m'ont simplement dit, et ma mère en particulier, tu es ce que tu es et tu dois faire avec ce que tu es. C'est-à-dire que tu es une négresse et tu dois vivre avec cette réalité-là. Alors, la définition de négresse, avant que ça devienne un mot péjoratif pour certains, c'est quoi ? Comment on peut le définir ? Non, mais négresse a d'abord été un mot péjoratif. Ah, c'est aujourd'hui qu'il l'est. Oui, c'est aujourd'hui qu'il l'est moins. D'accord. Mais il choque encore. Oui, il choque encore. Mais moi, je dis que je suis une négresse parce que je ne suis pas noire. Noir, c'est une couleur. Ah, voilà, nous sommes entourés de noirs. Je ne suis pas noire. Donc moi, je ne veux pas qu'on dise... votre définition. Je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis une femme noire. Oui. Parce que je suis d'abord une négresse. Parce qu'en effet, le noir, c'est la couleur ici du micro. Voilà. Mais c'est comme si on disait à un Chinois, tu es jaune. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces inventions ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces inventions ? Moi, je refuse d'être réduite à une couleur. Par contre, je veux être comment dirais-je,
je veux être reconnue pour ce que je suis. Et s'il faut me définir par une différence de couleur, de peau, de vision, de visibilité, oui, je préfère utiliser ce mot de nègre. D'accord, mais c'est bien de le dire parce que aujourd'hui les jeunes n'osent pas. Ils disent black, je suis black ou je suis Oui, noir. mais justement, je ne suis pas black puisque je ne suis pas américaine, je ne suis pas anglophone. C'est justement le langage des jeunes qui fait que il y a certains mots qu'ils évitent et puis ils les remplacent par d'autres. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils essayent de trouver des mots qui soient acceptés dans la société. Et c'est plus facile d'être... Parce que longtemps, on a dit « black is beautiful ». Donc dire « je suis black », c'est aussi revenir à cette idée que être black, c'est être beau. Hein, voilà. Donc, moi, je trouve que, justement, les jeunes, par l'utilisation de black, ils nous ont aussi amené cette société à mieux accepter le mot de nègre. Mais c'est vrai aussi que, pour moi, c'est un engagement politique de me définir comme une négresse. Et non pas comme une noire, parce que d'ailleurs quand vous dites aux gens oui je suis noire, ah non vous n'êtes pas noire, mais non vous n'êtes pas, mais c'est vrai que je ne suis pas noire. Oui. On l'a voilà, vu. Une veste noire. Donc mais ceci dit, oui il y a des, d'ailleurs je ne sais pas si je connais vraiment des nègres noirs. Ouais. Bon, il y a certains Africains qui ont la peau très très noire, mais bon, c'est vrai que le noir, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est comme si on disait à tous les Asiatiques, vous êtes des jaunes. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, dans votre travail à la mairie, il y avait le traitement, le dernier travail que vous avez fait à la DGOM, c'était le traitement, assurer un traitement égal dans toutes les administrations de la ville pour les ultramarins. Donc aujourd'hui, vous avez un message justement à ces ultramarins qui venaient vous voir et qui vont peut-être encore continuer à aller voir la DGOM pour demander une chose ou une autre? Non, mais de toute façon, le traitement égal, ça veut juste dire que la DGOM, ce n'était pas un ghetto dans lequel venaient s'échouer toutes les problématiques des Outre-mer et nous essayions dans un espèce d'entre-soi de les régler. Il se trouve que la délégation générale à l'Outre-mer à la mairie de Paris, c'est une, comment dirais-je, c'est une direction qui est à l'intérieur de la ville de Paris, donc de toutes les directions de la ville de Paris et qui peut et qui doit travailler et interpeller les directions de la ville de Paris. Donc l'idée, c'est en effet d'accompagner les compatriotes des Outre-mer qui, pour une raison ou pour une autre, voulaient évoquer des problématiques au sein de la ville. Eh bien, c'était de ce lieu privilégié que représentait la DGOM au sein de la ville pour les Outre-mer, pouvoir interpeller les autres directions dans une collaboration entre salariés de la ville. Voilà, et bien sûr que cela va continuer, et certainement, comment dirais-je... Est-ce qu'on dit que le français est râleur? Est-ce que les gens des Outre-mer sont des râleurs aussi quand ils viennent justement poser une problématique à la DGOM ou à un autre bureau qui s'occupe des Outre-mer? Non, mais ils ne viennent pas... Quand on vient à la DGOM d'abord, parce que pourquoi ils venaient à la DGOM, c'est aussi parce qu'ils avaient à parler de ces questions de discrimination ressentie ou avérée à la suite de l'étude de l'INED que M. Delanoë, le maire de Paris, avait lancée au sein de la mairie de Paris pour étudier les questions de discrimination. Pas seulement les discriminations à l'égard ou à l'encontre des Outre-mer, mais les discriminations à l'encontre des femmes, des handicapés, des retraités, des vieux, enfin, tout ce qui peut être généré dans une administration aussi importante que la ville de Paris par des fonctionnements et des dysfonctionnements. Donc, évidemment que ce qui concernait les Outre-mer pouvait être traité par la délégation générale à l'Outre-mer, mais quelquefois c'était déjà passé avant au niveau de d'autres directions. Donc, parce que la ville de Paris tout entière s'interroge et travaille sur ces questions de discrimination. Donc, mais les gens ne venaient pas râler. Oui, non, en un sens, ils venaient porter un message. Des souffrances, porter de grandes souffrances parfois. Vous avez envie, maintenant que vous n'êtes plus à la DGOM, vous êtes... retraité, on va dire ça pas comme encore. Ça. Je suis en congé pour le moment. Je serai retraitée dans quelques mois. Oui. Et alors, comment vous envisagez cette retraite? Peut-être en Martinique? Vous restez ici? Non, je resterai ici. Oui. Je vais aller et venir, mais moi, mes enfants, petits-enfants sont ici. Vous allez continuer à œuvrer au niveau des Outre-mer? Je vais continuer à œuvrer en tant que citoyenne, bien sûr, certainement avec beaucoup une attention particulière à la question des Outre-mer, mais pas seulement.
Bon, un dernier message alors à nos ultramarins qui nous regardent. Écoutez, Regardez là, cette caméra pour leur parler. En face de moi. Que dire? Je pense que l'outre-mer est une chance. L'outre-mer, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est vraiment, nous avons la chance de porter en nous, que nous soyons nés en outre-mer, que nous en soyons originaires, que nous en soyons des affinitaires. Nous portons en nous ce questionnement positif. Je pense qu'il faut en faire bon usage pour les années à venir. Voilà. Eh ben merci beaucoup Daniel Apocal qui était mon invité aujourd'hui. Ex-DGOM, on l'a annoncé en début de plateau. Et si vous voulez plus d'informations sur la DGOM, on vous donnera bien sûr le lien sur notre page, la page de l'émission ou le site ON5 TV. Merci encore. Merci à vous Lénaïque et merci à ceux qui m'écoutent.